Bienvenue pour cette exploration de Minami Senju à Tokyo. On a pas mal de sources pour ça, des textes, des récits, des guides un peu alternatifs, même des vidéos. L'idée, c'est vraiment d'aller voir ce qui se cache derrière les apparences de ce quartier, découvrir son histoire, ses trésors cachés, ceux qu'on ne voit pas forcément dans les guides classiques. Ce qui est frappant à Minami Senju, c'est ce contraste entre un passé, bon, parfois assez sombre, hein, terrain d'exécution, industrie, et puis son visage actuel très réaménagé. Alors on va décortiquer un peu tout ça. Oui, tout à fait. Pour bien saisir Minami Senju, faut voir son évolution. C'était d'abord un relais de poste, Senju-shuku, hyper important sur la route de Nikko, la porte nord d'Edo, quoi. Puis, à partir de Meiji, ça devient industriel et beaucoup plus récemment, c'est devenu résidentiel, mais avec une cohabitation assez étonnante entre l'ancien et le neuf. Commençons par l'époque Edo. Minami Senju, donc, faisait partie de ce grand relais, Senju-shuku, le premier en sortant d'Edo par le nord. C'est ça. Il y avait le Uchushuku, plutôt vers Kita-senju aujourd'hui, et le Shimoshuku, notre Minami Senju, qui a été ajouté après. Un point de passage obligé, vraiment. Mais cette partie nord avait un côté beaucoup plus... Sinistre. Ah oui, clairement. C'est là qu'il y avait Kozukapara, un des principaux terrains d'exécution d'Edo, juste à côté de la gare actuelle de Minami Senju, en gros. Des exécutions publiques. Pour dissuader les gens, j'imagine. Exactement. Et l'emplacement n'était pas choisi au hasard, hein. Le long d'une route très fréquentée, juste à l'extérieur de la ville, pour que ce soit bien visible. Et ce qui est assez fou, c'est le lien entre ce lieu de mort et la médecine. Oui, c'est ça qui est fascinant ici, paradoxalement. Juste à côté, il y a une branche du temple Ekoin, fondée spécifiquement pour prier pour les âmes des exécutés. Et dans ce temple, on trouve un monument, le Kanzo Kinenhi, le monument de l'observation des organes. L'observation des organes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça commémore un événement clé de 1771. Deux médecins, Sugita Genpaku et Maenori Yotaku, qui voulaient traduire le premier traité d'anatomie occidentale en japonais. Eh bien, ils sont venus ici, à Kozukapara, assister à la dissection d'une condamnée, pour vérifier si les planches anatomiques hollandaises qu'ils avaient étaient justes. Ah d'accord, donc cette observation, sur ce terrain même, a été décisive pour eux. Absolument. Une étape majeure pour l'introduction de l'anatomie occidentale au Japon. Incroyable, non? Celle de Nezumi Kozo, un voleur très célèbre à l'époque. La légende dit que si on frotte sa tombe, ça porte chance. Surtout au jeu ou pour éviter les problèmes. Ah, marrant. Mais il y a aussi des tombes plus tragiques. Oui, Hashimoto Sanai, Yoshida Shoin, des victimes de la purge d'Onsei juste avant la fin d'Edo. Et puis, il y a un autre temple important juste à côté, Anmeiji. Là, on trouve le Kubigiri Jizo, le Jizo coupeur de tête. Lui aussi, il est là pour les âmes des exécutés. Il a même survécu au séisme de 2011 après restauration. Un lien vraiment tangible avec ce passé. Un passé lourd qui concerne aussi les femmes, notamment celle de Yoshiwara, le quartier des plaisirs, qui n'était pas si loin. On parle du temple Jokenji. Oui, le Nagekomidera, le temple où l'on jette. Un surnom terrible. Pourquoi ce nom Jikonji? Parce que c'était là qu'on déposait, souvent sans aucune cérémonie, les corps des courtisanes décédées, surtout celles qui n'avaient ni famille ni argent. Ça a été particulièrement vrai après le grand séisme d'Ansei en 1855, qui a dévasté Yoshiwara. Le temple a une tour commémorative, la Shin Yoshiwara Soreito. Et les registres sont glaçants apparemment. Oui, l'âge moyen de décès, à peine 21 ans et demi. Ça donne une idée de leur vie. C'est effroyant. Il y a un écrivain qui a laissé un mot là-dessus, non? Oui, Nagai Kafu, il connaissait bien le coin. Il a fait graver un poème sur une stèle dans le temple. Ça dit en gros, née dans la souffrance, elle trouve le repos au Jikonji après la mort. C'est très fort. Mais Senju, ce n'est pas que ça. C'est aussi un lieu de départ. Et là, ça devient vraiment intéressant. Ah oui, le départ de Matsuo Basho, le maître du haïku. C'est d'ici, enfin des environs du pont Senju-Ohashi, qu'il a commencé son grand voyage vers le nord en 1689, celui qu'il raconte dans Oku no Hosomichi. La sente étroite du bout du monde. Il y a une statue qui le rappelle d'ailleurs. Oui, près de la gare de Minami Senju, même s'il est parti du pont, techniquement. Et c'est là qu'il écrit ce haïku célèbre, le tout premier de son voyage, Yukuharuya Tori Naki Uono Mewa Namida. Le printemps s'en va, les oiseaux pleurent et dans les yeux des poissons, des larmes. On le sent bien l'émotion du départ, hein? Totalement. Laisser le connu pour l'inconnu.
Et ce départ de Senju, ça renforce bien son rôle de porte nord d'Edo. Pour ceux qui voudraient marcher un peu dans ses pas, il y a des choses à voir. Au sanctuaire Susanoo, pas loin du pont, il y a une stèle avec ce haïku. Ah, sympa. Et le pont lui-même, Senju Ohashi. Il y a une sacrée histoire aussi. C'est le tout premier pont construit sur la rivière Sumida par Tokugawa Ieyasu, excusez du peu, en 1594. Et il y a même des expériences un peu plus immersives, des trésors cachés. Oui, on trouve des choses. Par exemple, un restaurant, le Basho-sario, qui essaie de recréer le repas que Basho aurait mangé avant de partir, d'après des textes anciens. Ah, original. Et il y a aussi un point de vue, le Basho Mirarashidai, derrière le sanctuaire Susanoo. Apparemment, ça donne une vue sur la rivière Arakawa et la Skytree, qui pourrait évoquer un peu la perspective du poète à l'époque. Des petites pistes pour sentir l'atmosphère. Bon, quittons l'époque Edo. Après, avec Meiji, le quartier change complètement. C'est l'industrialisation. Oui, changement radical. Dès la fin du 19e siècle, Minami Senju devient un gros centre industriel. Logique, hein. Proche de Tokyo, la rivière Sumida, juste là, le train qui arrive. C'était parfait. Des usines importantes s'installent. La filature de laine de Senju, par exemple, en 1879, la toute première filature d'État, essentielle pour faire les uniformes de la nouvelle armée impériale. C'était la politique Shokusan Kogyo. Shokusan Kogyo. Cette politique pour moderniser le Japon à toute vitesse, c'est ça, hein? Exactement. L'État qui pousse pour développer l'industrie nationale. Il y a eu aussi la Tokyo Paperboard Company, les premiers à faire du carton ondulé au Japon, et l'usine à gaz de Tokyo Senju qui profitait de la Sumida pour le charbon. Et ça a attiré plein de monde, plein d'ouvriers. Énormément. Ça a transformé le quartier pour de bon. Il y a une anecdote amusante sur le carton et l'édition, non? Ouais, c'est assez drôle. Apparemment, ils se sont lancés dans le carton parce qu'ils voulaient publier une traduction d'un livre de développement personnel anglais super populaire, Self-Help. Et pour le relier à l'occidental, il leur fallait du carton. Du coup, ils en ont fabriqué. Une nécessité qui a rancé une industrie. Est-ce qu'on voit encore des traces de ce passé industriel aujourd'hui? Des vestiges? Oui, oui, il en reste quelques-uns. Des petits trésors, quoi. Le plus visible, c'est sûrement un long mur de briques rouges, un reste de la filature de laine. Ça détonne à côté des immeubles modernes. Il y a aussi un petit monument qui marque l'endroit où on a fabriqué le premier carton japonais, et une statue d'Inoue Shozo, le premier directeur de la filature. Et pour en savoir plus? Le musée d'histoire et de culture d'Arakawa, le Arakawa Furusato Bunkokan, est très bien fait pour ça. Une autre période a laissé une trace très concrète. La guerre de Bushin, la guerre civile après la restauration Meiji. On retourne au temple en Emiji, Oui, parce que ce temple conserve un truc exceptionnel, la Ueno Kuromon, la porte noire du Ueno. qui vient directement de la bataille du Hainaut. Exactement, la bataille de 1868 où les impériaux ont écrasé les derniers partisans du shogun, le Shogitai. Le prêtre Danmeji, à l'époque, a eu le courage de récupérer et d'enterrer les corps de plein de soldats du Shogitai. Leurs tombes sont toujours là d'ailleurs. Et cette porte noire, c'est un témoignage direct de ça. Absolument. Pour le remercier, le grand temple Kaneji du Ueno, où a eu lieu la bataille, a donné cette porte à Anmeiji. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a encore les impacts de balles. Incroyable. Oui, la voir, presque la toucher, c'est un fragment d'histoire brute. Un trésor caché mais vraiment puissant. Arrivons à Minami Senju, aujourd'hui. Le quartier a encore changé, plus récemment cette fois. Oui, une transformation énorme, surtout depuis les années 80-90. Toute la partie est, le long de la Subida, qu'on appelle Shiodone. C'était des usines, une énorme gare de marchandises, tout a été rasé et réaménagé. C'est là qu'on trouve maintenant les grandes tours d'habitation, le complexe River Harp Square, le centre commercial Lala Terrace, le grand parc Shiorié. Très moderne, très planifié. Le nom Shiodome, ça veut dire « arrêt de la marée ». Ça rappelle que c'était une zone basse, marécageuse. L'accès à l'eau était bien pour l'industrie lourde. Aujourd'hui, le réaménagement a créé de grands espaces, parcs, avenues larges, et même une nouvelle école primaire, Shioyeri, pour les familles des nouveaux immeubles. Mais ce qui est intéressant, c'est le contraste avec l'autre côté de la gare, à l'ouest. L'ambiance est complètement différente. C'est vrai. La sortie ouest, c'est Kotsudori, le quartier autour de Mino-Abashi. Ça a gardé un air plus shitamachi, plus populaire, traditionnel. On y trouve des shotongai, ces rues commerçantes. Joyful Minoa, Kotsudori. Voilà. Avec les petites boutiques partout, traiteurs, poissonniers, vendeurs d'anguilles, cordonniers. C'est un autre monde par rapport à la modernité de Shiodome juste à côté. Et c'est ça, une des clés pour comprendre Minami Senju.
ce mélange. Certainement. Le quartier est un peu comme un parchemin sur lequel on a écrit plusieurs fois. Les couches d'histoire sont là, visibles. Des vieux temples à côté d'immeubles neufs. Des rues commerçantes à l'ancienne à 2 pas des résidences modernes. On sent bien les différentes vies du quartier. Et il y a des initiatives pour créer du lien entre tout ça, entre les anciens et les nouveaux. Oui, une qui est assez jolie, c'est le projet Machino Kyoku Kosolidasu, frotter les mémoires de la ville. Ah oui, Les habitants, anciens et nouveaux, font des frottages, des textures de la ville, vieux murs, plaques d'égout, tout ce qui change ou disparaît, pour garder une trace. Ces œuvres ont même été utilisées dans la déco de la nouvelle école Shiori. C'est une belle façon de lier passé et présent. en parlant de mémoire, il y a un coin incontournable, Namidabashi, le pont des larmes. Rien que le nom. Oui, il est chargé. Il rappelle d'abord les adieux des familles aux condamnés qui allaient à Kozukabara. Mais pour beaucoup de Japonais, ça évoque surtout le manga culte Ashita no Joe. L'histoire se passe dans ce quartier populaire. Le pont n'existe plus, mais on sait où il était. Oui, près de l'arrêt de tram Minoabashi. Il y a des marques comme le Yonaki Jizo-son, le Jizo qui pleure la nuit, et un festival de lanternes qui entretient la mémoire du lieu. Et ce coin, c'est l'ancien quartier de Sanya, connu pour une histoire sociale assez particulière. Tout à fait. Sanya, c'était un doyagai, un quartier où logeaient énormément de travailleurs journaliers dans des pensions très très basiques, les doyas. C'est une histoire complexe, liée au travail précaire, mais aussi à des luttes sociales. Aujourd'hui, Sanya change beaucoup. Plein de ces anciennes pensions sont devenues des auberges de jeunesse ou des hôtels modernes. Très prisés des touristes d'ailleurs pour les prix et l'accès facile. Il y a les lieux comme Atoragoya ou l'Asagayo Museum qui montrent bien cette évolution. Et il y a une autre histoire, plus sensible, liée aux droits humains dans ces secteurs. Oui, c'est important de le dire. Cette zone était historiquement ce qu'on appelle un buraku, où vivaient des communautés victimes de discrimination. Et c'est d'ailleurs là que naît le mouvement Suieisha en 1922, un mouvement pionnier pour les droits de ces communautés. Une source mentionne un tunnel du cuir dans un centre local des droits de l'homme qui rappelle le travail du cuir, une activité souvent associée à ces groupes. C'est une partie essentielle de l'histoire du quartier, même si on en parle moins. Pour finir sur une touche plus légère, quelques pistes gourmandes. Le quartier a l'air d'avoir ses secrets culinaires. Ah oui, pour les amateurs d'histoire et de nouilles, il y a Iseya Soba, un resto de soba style Edo, dont le livre d'or aurait des signatures de personnages historiques comme Katsukaishu. Pas mal. Des déjà parlé du Basho Sario et son repas spécial Basho. Il y a aussi des vieilles boutiques d'anguilles, du nagi ou de poissons de rivière. Et puis, flâner dans les shotengei comme Joyful Minowa, c'est l'occasion de goûter les sozai, les plats préparés maison. Parfait pour découvrir la cuisine locale, simple et bonne. Bon, si on essaye de résumer ce voyage à Minami Senju, qu'est-ce qu'on retient? C'est vraiment un lieu de contraste fort, non? Le sinistre et le poétique, l'industrie et le résidentiel, l'ancien et le moderne qui se côtoient? Oui, ce qui est frappant, c'est comment ces couches d'histoire restent visibles. Les lieux de mémoire comme Ekoin ou Enmeiji sont toujours là. Des bouts d'usine, comme ce mur de briques, font partie du paysage actuel. Et le réaménagement continue, tout en essayant parfois, comme avec les frottages, de garder un lien avec le passé. Minami Senju, ça demande de regarder un peu plus loin que la surface. Et c'est là tout l'intérêt de chercher ces fameux trésors cachés. Que ce soit un détail comme la porte noire d'Anmanji, une histoire comme celle du lien entre exécution et médecine, ou juste manger un truc dans un shotengai. Exactement. Tout ça donne une vision plus riche, pas seulement du quartier lui-même, mais aussi de Tokyo en général. Cette ville qui n'arrête pas de se reconstruire sur ses propres souvenirs. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante. Avec plaisir. Peut-être une dernière question pour la route. En voyant ce cycle constant de destruction et de reconstruction à Minami Senju, les drames d'Edo, l'industrie, le réaménagement, qu'est-ce que ça nous dit sur la résilience de Tokyo? Et sur sa relation parfois un peu pragmatique, non, avec son propre passé? Comment les mémoires finalement survivent ou s'effacent dans une ville qui change si vite? Bonne question. Ça laisse matière à réflexion. C'est la fin de notre exploration pour aujourd'hui.